Et bonsoir à tous et bienvenue sur le Twitter Talk Show pour cette 33e émission déjà. J'espère que vous êtes contents après cette victoire en Europe. En tout cas, nous, on est pas mal contents, ouais. Donc pour faire ce talk avec nous, je suis avec trois chroniqueurs habituels, à savoir FX, Zempe et Gunther. Salut les gars. Salut. Salut tout le monde. Et Bonsoir. nous, et nous sommes avec, et d'ailleurs on va le faire de plus en plus souvent ça, on a invité un tweetos, voilà, peu importe s'il est connu ou pas sur Twitter, on va essayer de partager un petit peu plus avec notre communauté en invitant des tweetos de temps en temps. Nous sommes avec Lounis. Salut Lounis. Salut à vous. Donc voilà, bon, ce soir on va parler de quoi? On va, comme annoncé, on va parler du débrief OM Nantes, on va parler du débrief OM Athletic Bilbao, savoir qu'on va un petit peu plus insister sur l'Athletic Bilbao. On va faire un petit débat sur l'arbitrage vidéo, parce que ça a posé débat sur les deux derniers matchs de l'OM, et d'une manière générale sur ce qui se passe en ce moment. Et un avant-match sur Toulouse, et enfin les questions des auditeurs, vous avez l'habitude. Donc on commence tout de suite la partie 1, à savoir le match de Nantes. Je vais commencer tout de suite avec les questions habituelles en commençant par toi, Lounis, et faire attention à ce que ton micro reste actif en permanence. Donc, comment dire, qu'est-ce que tu attendais avant ce match contre Nantes? Est-ce que tu t'attendais à un match comme ce que tu as pu voir dimanche dernier? Personnellement, au vu des 3 derniers matchs qu'on a eu avant ce match, je me suis dit que ça allait être quand même une rencontre compliquée parce qu'on a quand même un Nantes qui arrive à tenir debout malgré les matchs qui s'enchaînent et une fatigue qui s'accumule. On sait que Nantes joue quand même relativement serré, donc je m'attendais à ce que le match se finisse à 0-0, 1-0, 1-1. Et finalement, j'ai pas été trop déçu par le résultat, même si bon, on peut parler de l'arbitrage, mais on en reviendra plus tard. On va y revenir dans la partie 3. L'arbitrage, on le laisse de côté, on y reviendra. Voilà. On va parler que Niveau du jeu. jeu, je m'attendais à un jeu serré et on a été servi. Ouais, Zempe, je te pose la question habituelle, vas-y, lance-toi. Moi, je m'attendais à ce qu'on se reprenne et qu'on se relance dans une série positive déjà, parce qu'après 3 échecs consécutifs, euh, fallait repartir. Pas étonné par le type de match, c'est à peu près à ce que je m'attendais. Voilà, Nantes, c'est bien regroupé, bloc bas, ça joue le contre. Par contre, le but rapide leur a facilité la tâche, donc j'imaginais pas un tel refus du jeu de leur part. Quasiment 80% de possession pour l'OM quand même. Donc voilà, c'est le type de match que j'attendais, mais un peu moins extrême. D'ailleurs, je vais juste rebondir sur ça. Certaines radios disaient que Nantes n'a pas du tout refusé le jeu. J'ai revu les statistiques. C'est l'équipe qui a le plus refusé le jeu cette saison. C'est impressionnant. Comme tu l'as dit, voilà, on peut pas le dire mieux. Gunther, qu'est-ce que tu t'attendais avant ce match? Est-ce que tu voyais un Nantes autant défensif? Alors, je fais partie des médias, je crois, parce que moi aussi, je les ai trouvés pas si bas, mais bon, à la limite, c'est un détail. Tu sais que moi, en live, je peux me tromper souvent, donc. Juste, je t'annonce la statistique. Nantes, Ouais. sur 90 minutes, c'est moins de 100 passes réussies. Ouais, non, mais niveau Ouais, hauteur de ligne et tout ça, c'est surtout ça qui m'intéressait en fait. Mais même les hauteurs de ligne, hein, je te le dis d'entrée. D'accord, ok. Non, non, mais en tout cas, oui, mais sinon, si les faits sont ça, c'est ça, c'est exactement ce que j'attendais. Je flippais par rapport aux 2 matchs de Paris. Depuis le début, je me disais que Nantes, c'était avec Montpellier, ça pouvait être le pire des matchs pour se relancer après Paris. Et donc, je m'attendais exactement à ce match-là. Et ouais, voilà, franchement, je m'attendais exactement à ce match-là en fait. Et enfin, FX, est-ce que toi, maintenant, on commence à connaître un petit peu le jeu de Ranieri, mais est-ce que tu t'attendais quand même à avoir c'est une purge, clairement, ce match? Ouais, si on parle des Nantais, il y a un manque d'ambition, mais avec le manque d'ambition, ils ouvrent quand même le score et ils ont pratiquement les meilleures occasions sur les 90 minutes. Donc il y a quand même un sacré paradoxe. Certes, ça a été une équipe, je vais pas dire de gros mots, une équipe de fumier, on va dire, mais un fumier bien fait, quoi, et qui avait une pas si mauvaise odeur que ça, parce qu'à l'arrivée, c'est eux qui ont été les plus dangereux. Par contre, juste, ça me revient là. Je pensais vraiment que Zambo ne serait pas titulaire et que ça serait Lopez, vu que Nantes est une équipe à vocation défensive. Je m'attendais vraiment pas à ça, par contre. D'accord. Ouais, après, oui, les choix peuvent être, comment dire, peut-être contestables, mais quand tu vois qu'il sort le petit Lopez d'un match compliqué contre Paris, pour moi, c'était dans la logique qu'il ne soit pas là. En plus, Zambo peut permettre, de par son physique, on sait qu'il n'est pas que physique, il est aussi technique, de bouger un peu les choses, et au final, c'est ce qu'il a fait. Comme je vous ai dit, on va pas trop non plus s'attarder sur Nantes, donc on va
essayer d'aborder de façon assez sommaire la physionomie de la rencontre. Mais tout simplement, est-ce que vous avez été convaincu par nos attaquants, par ce système-là et par nos attaquants, la formation en place Lounis commence là-dessus. Bah, personnellement, je pense que déjà la composition d'équipe était plutôt classique. Ouais. On trouve toujours les mêmes joueurs au même poste. Et bah, quand on regarde le match en entier et qu'on voit nos stats, on a quand même été assez bon en attaque, même si, bien évidemment, on plante pas autant qu'on devrait. Mais j'ai plutôt bien aimé la position de Payet dans le jeu. Ouais, moi je suis pas d'accord avec toi. On y reviendra sur le deuxième match et pour faire la comparaison. J'ai un petit grief avec ça. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Lounis ou quelqu'un a un avis assez Payet a été bon, mais effectivement il était à gauche et ça nous a donné un Sanson assez désastreux. Mais voilà, faut pas confondre la position qu'avait Payet et le bon match qu'il a réalisé. Effectivement, j'aime pas trop qu'il soit à gauche par rapport à ce que fournit Sanson, mais par contre j'ai apprécié la prestation de Payet qui était très bonne. Et est-ce que tu trouves, je te relance là-dessus Lounis pour compléter le tout, mais que ton milieu, donc Gustavo, Zambo, Sanson, a été entre guillemets supérieur dans la construction et dans la possession du ballon. Allô ? Oui, vas-y. Ouais, j'ai eu un petit problème de micro. Pour ce qui est du positionnement de Gustavo et Zambo quand ils sont alignés ensemble, je trouve que ça roule très bien parce qu'on a d'un côté la technique et le calme de Gustavo qui est bien allié à la puissance de Zambo et aussi au fait qu'il soit vraiment porté sur la défense et leur alignement était très bon. Par contre, c'est vrai que Sanson, quand il joue à ce poste-là et qu'on a Payet à gauche, bah ça marche pas trop. Ça marche vraiment pas. Bah, je vais lancer la mise MP, donc je vais pas te demander quel est le rôle de Sanson dans tout ça parce que je te l'ai déjà assez demandé, je pense. Je vais te lancer sur un truc, Zempe, tu vas me dire ce que tu en penses. Je trouve que sur ce match-là, moi, nos arrières qui habituellement sont un petit peu notre force ont été moins en vue que d'habitude. Qu'est-ce que toi tu en penses ? Tu penses à qui quand tu dis les arrières ? Alors à ma vie déjà, ça on y reviendra peut-être, mais c'est un vrai problème. Depuis sa blessure, je le trouve vraiment pas revenu. Et Sarr qui a quand même perdu pas mal de ballons au début. Ben, je trouve que de toute façon, sur les côtés, de manière générale, quand tu as une équipe qui joue bas, comme Nantes, enfin qui ferme le jeu en tout cas, qui est compacte, on a du mal à débloquer la situation parce qu'on a du mal à centrer tout simplement. Et sur ce match-là, c'est vrai que les latéraux, leur apport était quand même assez limité. Je crois que Sarr était monté assez souvent et avait raté beaucoup de centres. À ma vie, c'est vrai qu'en ce moment, il est un peu dans le dur, mais même nos ailiers, Payet, Thauvin, les centres, c'est pas non plus leur truc, leur grande force. Donc, on a du mal quand vraiment l'équipe est solide et qu'elle fait pas trop d'erreurs, qu'elle lâche pas. Et voilà, Nantes de Ranieri, ça fait pas beaucoup d'erreurs derrière. On a vraiment du mal à déstabiliser leur bloc. Et on avait un peu vu ça avec Monaco aussi, quand Mavi s'est blessé justement et qu'on n'avait pas. Tu as l'impression que pour bouger leur bloc, tu as du mal parce que tu peux pas forcément passer sur les côtés, ce que l'OM aime bien faire en plus. Et il te manque ça, un peu de qualité de centre. Ouais, je vais juste mettre une petite mention spéciale à Awaziem, il me semble, qui a quand même bien bloqué Thauvin. Moi, je l'ai vu récupérer un nombre incalculable de ballons dans les pieds de Thauvin. Genre, je sais pas, je l'ai pas suivi, je peux pas vous dire si c'est un très bon joueur. Après, il a quand même fait une belle prestation sur un Thauvin, il faut le dire aussi, qu'on a senti émoussé d'une manière générale. Alors, l'arbitrage, pour ceux qui viennent d'arriver sur le chat, je vous ai dit qu'on a fait une partie spéciale pour ça. On va pas en parler tout de suite sur le débrief du match, on va parler réellement de ce qui s'est passé dans le match, sur l'ensemble des deux matchs, et ensuite on y reviendra dans une partie tout spécialement consacrée. FX, moi je vais te lancer sur un dernier aspect de ce match-là. On a trouvé des Olympiens, depuis quelques matchs aussi, assez émoussés. Est-ce que c'était réellement le ressenti, ou est-ce que j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas avec un mental de conquérant comme on a pu le voir sur le match d'hier notamment? Alors, je pense qu'en fait, au-delà de la fatigue physique, il y a une fatigue mentale par rapport au double claque. Parce que même si finalement on est rentré dans un mode, ouais, on s'en fout, classico, bon, voilà, on va gérer, et puis tant pis, on va préparer le match qui arrive.
Mais en fait, psychologiquement, l'équipe elle avait quand même été touchée collectivement. Donc ça s'est ressenti au niveau des courses, ça s'est ressenti au niveau des duels. On était quand même dans le dur au niveau de la qualité technique. Mais le mental était là. Cette équipe, elle avait quand même envie de gagner parce que venir arracher le nul dans les arrêts de jeu, et voilà, par rapport au résultat de Lyon, encore une fois, qui avait fait un match nul, ben, on les maintient malgré tout à 5 points. Donc objectif presque rempli. Voilà, c'est une journée, on va dire, neutre, hormis l'échappement de Monaco, qui mène d'ailleurs à Strasbourg actuellement. Mais voilà, l'équipe elle a quand même montré son refus de perdre, et ça j'ai quand même apprécié. Et au final, je pense qu'on est tous à avoir une sorte de goût de satisfaction avec cette égalisation en fin de match. On a l'impression que voilà, l'essentiel a été assuré. Et voilà, on n'en veut pas. Et psychologiquement, il fallait se remettre la tête à l'endroit. Et Paris a laissé des traces à ce niveau-là. Ouais, je vais juste te dire un petit coucou à Moustikoupat qui est quelqu'un d'assez pénible sur Twitter, mais que vous pouvez le suivre parce que c'est un pote à moi. Voilà, donc du coup, on va repartir sur une chose. Je vais juste vous poser une question et après on passe au prochain match. Vous me répondez par oui ou par non à tour de rôle. Rongier à l'OM, oui ou non? Pour la saison prochaine. Vas-y, Lounis, commence. Non. Pourtant, j'ai l'habitude de dire oui, mais non. Non, tu en veux pas? Non, merci. Non, merci. Gunther? Mon avis, ça vaut de la merde parce que franchement, j'ai même pas fait gaffe. Donc, Bon, je vais demander à des gens qui regardent un peu le foot. Zempe, tu... Non, mais je regarde surtout notre équipe en fait. Pour ça. Vas-y, vas-y, Zempe. Si tu dégages Sanson, oui. Et FX? Je peux pas répondre mieux que Zempe. Pour l'instant, j'ai envie de dire c'est bouché, donc ça dépendra d'un départ et je te dirai pourquoi pas. Mais je serai un petit peu plus ambitieux que ça selon notre classement à terme. Donc je te réponds un je sais pas moins. Juste une question parce qu'on a vu que ça se faisait un peu des courbettes et d'un côté de Zubi et d'un côté de Rongier qui a reconnu le fameux qu'il y avait le fameux penalty. Enfin, moi j'ai senti des courbettes. Après. Vrai ou faux? Non, t'as bien vu. Non, t'as bien vu. Oui, ça se renifle un petit peu. Ouais, voilà, ça va discuter sec, je pense. Qui ça entre Rongier et Zubizarreta? Ça se renifle un petit peu le derrière en mode ah c'est sexy un petit peu Rongier, ah c'est sexy un petit peu l'OM. Enfin, vous avez compris le délire. On va passer tout de suite au prochain match et là pour le coup on va y passer un peu plus de temps. Oui, je vous ai pas montré les statistiques de Nantes, mais Zempe avait résumé en début d'émission, c'est 80-20% de possession, moins de 100 passes, c'est juste un scandale ce match, voilà. Et au niveau du classement, on est toujours 3ème bien évidemment. Mais beaucoup de frappes et ils auraient dû faire le KO en reprise de seconde période avec de grosses occasions. Ce qu'il faut bien distinguer, et il y a eu beaucoup de frappes, mais ça prend aussi dans les frappes contrées, donc au final, ce qui est parti réellement au but, c'est vrai qu'on cadre peu, mais bon, en même temps, c'était compliqué, beaucoup de frappes désespérées, enfin. Tu as compris un peu le principe, on en a à peu près parlé. Juste voilà, on va se concentrer sur le match le plus frais, parce que c'est un événement pour moi, à savoir que l'OM est de retour en Europe selon moi. Alors ceux qui pensent que Bilbao ça reste une faible opposition, je vais juste vous dire un truc, Bilbao c'est autant de participation dans cette compétition, c'est leur compétition au même titre qu'un club portugais va jouer cette compétition là. Certes cette année c'est pas glorieux dans le classement espagnol, mais c'est ce genre d'équipe qui va la jouer à mort. On l'a vu, des joueurs comme Adouris qui ont 37 ans qui vont se donner corps et âme juste pour cette compétition. Et mine de rien, ils sont arrivés en 8ème de finale, donc ils sont sortis et des poules et ils ont passé le 16ème. Donc pour moi c'est une opposition qui est valable. Un petit mot pour appuyer ce que tu es en train de dire, Vas-y. c'est la seule équipe avec le Real et Barcelone n'avoir jamais goûté la seconde division espagnole. Ils ne sont jamais descendus. Donc c'est une c'est une équipe qui est spécialiste de cette compétition et c'est une institution. Voilà, et je doute qu'ils laissent le match et tout simplement si on les a vus mauvais hier, c'est parce que nous avons été très bons. Mais ça on va en parler tout de suite. Donc je repose la question habituelle. Donc Lounis, comment tu sentais ce match? Est-ce que tu pensais que, au vu de l'état de forme qu'on pensait de l'Olympique de Marseille, est-ce que tu pensais tout simplement qu'on allait... D'ailleurs j'ai fait une petite faute, j'ai pas modifié la composition de l'OM, désolé, mais est-ce que tu pensais qu'on allait... Il y a un petit Bilbao dans ta composition, mais bon. Aussi, milieu droit est très bon à Bilbao. Alors,
Très bon joueur. Pour vous expliquer, j'ai fait cette fiche-là parce qu'elle était effacée et j'ai dû la refaire en 2 minutes. Voilà, donc, je suis désolé. Donc vous avez compris que c'est pas les joueurs au top 20 ne jouaient pas dans les deux équipes. Il aurait pu avec l'abattage qu'il avait produit, notamment. Mais vas-y, dis-nous, Louni, ce que tu lui attendais. Bah, pour faire simple, personnellement, je pense exactement comme toi et FX pour Bilbao. C'est pas une équipe à prendre à la légère. Malgré leur position au championnat, il me semble qu'ils sont 14e. Ça reste une équipe difficile à jouer. Ils jouent tous ensemble depuis quelques années. Ils ont quelques cadres comme Raúl Garcia ou même Aduriz qui produisent du beau jeu constamment. C'est une excellente équipe. Donc, personnellement, je voyais plutôt un match relativement fermé avec un petit nul à la clé sans encaisser de but de préférence. Et du coup, le résultat final déjà de 1 me surprend énormément. Mais surtout, ça me fait extrêmement plaisir de voir un OM aussi compétitif avec un tel niveau de jeu. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu l'OM jouer à ce niveau-là face à des grands d'Europe. Parce que, comme tu as dit, Bilbao, ça reste un grand d'Europe. Ils ne gagnent pas beaucoup, mais ils sont tout le temps là. Et ça fait extrêmement plaisir de voir mon OM à ce niveau-là. C'est exactement ça. Sans compter que vous allez voir la différence au match retour, je pense. Et de toute façon, j'ai lu dans le chat que c'est assez faible. Mais les gars, on n'est pas à 80% de possession comme à Nantes ou comme le 3/4 des équipes de Ligue 1. On est quand même sur quasiment du 50-50. Je vous montrerai le stat, mais Bilbao a eu des situations. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là, Zempe? Qu'est-ce que tu peux nous en dire globalement entre l'opposition et ce qu'on a produit? Alors, déjà, je vais te dire avant le match, parce que c'est le rituel. Vas-y. Moi, quand je savais pas la compo, en fait, ça surtout que je voulais dire, je savais pas la compo qu'on allait avoir. Donc, j'étais pas sûr à 100% qu'on alignerait la compo type. Et je pense que pour ce type de match-là, en fait, je pouvais pas faire mieux. Parce que Sanson, logiquement, sur le banc, ça m'a fait plaisir au vu de ses dernières prestations. Donc, Lopez à domicile contre une équipe espagnole, je pense que c'était le mieux que je pouvais faire. Moi, je m'attendais à une victoire assez nette, pour être franc. J'étais quand même méfiant parce que Bilbao fait plutôt de bons résultats à l'extérieur et ils ont quelques joueurs de grande qualité, mais à l'inverse de Nantes, notre but d'entrée les a forcés à se découvrir. On a déroulé, pour le coup, je pensais à un match moins ouvert et pas une domination marseillaise aussi franche, mais je pensais quand même qu'à domicile, on allait faire le job. Ensuite, pour ce que tu me dis par rapport à la confrontation, j'ai vu un message de Remontada intéressant. Bilbao, seule équipe espagnole qui joue comme des Anglais. Et ça, c'est vrai qu'il faut le noter, parce que Bilbao, c'est réputé pour... ça reste des Espagnols, voilà, ça joue quand même au ballon et tout, mais pour mettre des coups, c'est quand même une équipe qui rentre dedans. Et j'étais curieux de voir quand même si on allait pouvoir... C'est là que je te rejoins et je m'éloigne un peu de ce que tu dis. Parce que, on va dire, comme tu dis, c'est peut-être la seule équipe qui joue un petit peu à l'anglaise, parce que tout le monde le sait, enfin les connaisseurs un petit peu de ballon savent que les Espagnols, c'est pas trop leur jeu... justement d'imposer l'impact, et je pense que c'est notamment pour ça, Zempe, que tu n'as pas Zambo hier soir. C'est-à-dire que tu es quand même contre une équipe espagnole où tu n'as pas un énorme aspect physique qui rentre en application, mais tu as quand même un Lopez qui est capable de faire des coups de pupute, comme on l'a vu, et des tacles assez secs, tu vois, de rentrer un petit peu dedans, tu vois ce que je veux dire, mais de manière ça m'a fait plaisir. Voilà, de manière un petit peu plus sournoise. C'est-à-dire qu'à la fois, tu as un joueur plus technique parce que tu joues contre des Espagnols, mais à la fois, tu as un joueur qui est rentré dedans, qui a assumé son statut, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, exactement. C'est après, ils n'ont pas mis un pressing démentiel, hein, mais non plus, ouais. Physique, ils étaient là. Exactement. Et je vais poser la question à toi maintenant, FX. Donc la composition, encore une fois, c'est pas celle qu'on a alignée. Tu es venu dessus tout à l'heure, donc je te relance là-dessus. Payet en 10, c'est quand même quelque chose. Et je pense qu'on devrait enchaîner avec ça, on est d'accord? Bah là, sa prestation hier, voilà, c'est de la prestation 3 étoiles. On a senti une petite montée contre Nantes. Hier, ça a été une énorme confirmation. Il leur a fait mal dans tous les sens. Il nous a sorti la panoplie presque totale, parce que sur les coups de pied arrêtés, il y a eu un petit bug. Mais à la rigueur, ça, je lui en veux pas, parce que par rapport à ce qu'il a produit dans le jeu, je préfère ça. Je préfère finalement qu'il alimente pendant 75 minutes et que 3 coups de pied arrêtés ne donnent pas forcément grand-chose. Surtout que voilà, un de ses centres amène quand même un but. Il met un but pas loin d'être anthologique, surtout quand vous remontez l'action dès le départ. Dommage que cette erreur de relance, mais je vous invite à revoir l'action. Ouais, c'est une leçon. On n'a pas jalousé le grand football européen là, sur cette phase-là. Voilà, Payet a été au profil d'ailleurs de toute l'équipe, hein, c'est-à-dire vraiment concentré, appliqué techniquement beaucoup de justesse. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Et pour répondre à l'impact physique imposé par Bilbao, c'est super, parce que ça, l'OM va devoir
apprendre de ce match-là, ils ont su répondre et maintenant c'est une exigence qu'on va avoir d'eux. On veut que dans le combat physique, on puisse manger maintenant nos adversaires et ça a été le cas hier. Et pourtant, les mecs, ils ont envoyé du lourd en face. Hein. Et voilà, d'avoir répondu au défi physique, ça a été vraiment extraordinaire. Et alors, j'ai remarqué un truc hier. Il y a un joueur, il n'est vraiment, mais alors plus très loin du tout du haut niveau. Je dis bien du haut niveau, pour ne pas dire le très haut niveau. Quand il est rentré, c'est Zambo Anguissa. À partir du moment où il est rentré, c'est bien simple. Les mecs ne pouvaient même plus répondre à l'impact physique parce qu'il a mis tout le monde d'accord. Oui. Et j'étais focalisé sur son entrée. Il est exceptionnel ce mec et d'ailleurs il a énormément appris effectivement de Gustavo parce que regardez comment il vient vite couper des trajectoires de possibilités de passe. Il force toujours le porteur de la balle à garder le ballon, il peut pas faire passe. Je vais même dire mieux par rapport à ce que tu dis, FX. Maintenant, j'ai l'impression que c'est naturel quand Gustavo vient sur un mec, il réfléchit plus, il se replace correctement, il va sur les seconds ballons comme peut le faire un Gustavo quand lui est au pressing. J'ai l'impression que, comme tu dis, il est plus très loin de devenir quelqu'un. Maintenant, il y a encore quelque chose à remarquer. J'avais lu un tweet de Bastien, notre ami Bastien Cordo, qui passe sur le talk de temps en temps, qui disait que quand même c'est 0 passe D, et c'est vrai, on peut pas enlever ça, et il lui manque encore cet apport, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, actuellement, c'est la seule chose qui lui manque. De toute manière, c'est dans la zone de vérité, savoir afficher une présence. Mais bon, chaque chose en son temps. Il a que 22 ans. Parce qu'à force de dire qu'il a 21, je pense qu'il a 22 maintenant. Bah, pas encore. N'oubliez pas quand même qu'à la base, il adore se projeter et c'est Garcia qui a tout fait pour essayer pour faire en sorte qu'il se canalise. Et donc, justement, pour moi, c'est juste logique en fait qu'on ne le voit pas tenter plus que ça. Et c'est peut-être aussi grâce à ça qu'on Garcia le canalise dans un premier temps pour combler ses premières lacunes. Mais là, clairement, le jeu, c'est de le faire monter. Oui, carrément. Mais donc, du coup, si toute la saison, il a été forcé un peu de rester bas, je pense qu'il faut un peu le laisser prendre ses aises à monter petit à petit. Tant qu'il progresse match après match, encore et encore, même sur ce domaine-là, on ne pourra rien dire. Mais pour l'instant, je trouve ça juste logique, en fait. Même son jeu de passe et sa relance, il fait de moins en moins d'erreurs. À chaque fois qu'il relance, ça nous paraît évident en tant que spectateur. On dit oui, voilà, c'était le jeu était là et c'est la passe qu'il fallait faire. Maintenant, il le comprend, il le fait. Je vais prendre un exemple tout con. En début de saison, quand il faisait des frappes dans dehors de la surface, c'était toujours un poil à côté, bien puissant, mais un poil à côté. Là, il tire complètement à l'ouest. Pour moi, c'est juste une question d'habitude et il faut qu'il reprenne ses marques pour des trucs comme ça et ça viendra. Je vais juste, je vais lancer Lounis dans aussi une autre interrogation. On a eu quelques débats par le passé en se disant un Hiroki Sakai pour la saison, pour la saison à venir en cas de qualification en Ligue des Champions, ça pourrait être très limité. Franchement, les gars, moi honnêtement, je pars au combat avec Sakai, même en arrière droit, ce que vous voulez faire. Après, est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Pour le coup, je suis carrément d'accord avec toi, dans le sens où Hiroki Sakai, d'accord, c'est un guerrier. D'accord, il nous a sauvé pas mal de fois l'OM, mais le problème c'est que si on veut passer un palier en Europe, ou même en championnat, on a besoin d'autre chose derrière. Mais est-ce que c'est une priorité, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la priorité dans le groupe, entre guillemets, quand on sait qu'en défense on a encore quelques lacunes, même si Rami fait de très bonnes prestations à côté, Rolando en ce moment il va pas très bien. Ouais. À gauche on a Amavi qui sort de super prestations, mais derrière il a pas de remplaçant malheureusement, donc il lui faut aussi quelque chose. Et à droite on a justement Hiroki Sakai qui fait de très bonnes prestations quand il est là. Mais derrière, moi je trouve qu'il lui manque un petit apport offensif à Sakai. Il monte souvent, il est très bon, mais derrière dans la finition, pour les centres, c'est quasi constamment raté et c'est un point amélioré déjà de sa part, mais il nous faudrait aussi quelqu'un du cran au-dessus, je pense, à la place de Sakai. Ouais, bah après, comme là je viens de voir sur le chat Gunther qui disait que son apport défensif est incroyable. Honnêtement, c'est très fort défensivement. Hein. C'est très 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 solide, ça rattrape pas mal de bévues. Déjà, on est obligé de relever un truc, c'est que Amavi nous a époustouflé sur la première partie de saison. Alors, il se blesse, et c'est vrai que depuis, il est un peu plus dans le dur quand même. Il est moins convaincant, beaucoup moins convaincant. Sakai, ne se blesse jamais, et il est toujours à un niveau très très régulier. Donc, effectivement, offensivement, ce serait bien qu'il puisse avoir un petit déclic pour un meilleur apport. Mais pour le reste, il est tellement irréprochable que... Voilà, mais bon, il partirait. Par contre, je serais moins triste. Par contre, Zambo, on se dit qu'on l'a eu pour pratiquement 0. On peut dire 0. Hein, Sakai, il est gratuit. Hein. Et s'il venait à partir pour 25-30 millions, on ferait certes une plus-value, mais ça me ferait chier que Zambo parte. Par contre, oui, j'aurais un peu moins d'état d'âme pour Sakai, mais il partirait avec les honneurs, quoi qu'il arrive. Moi, tu sais pourquoi je serais dégoûté que Sakai parte? Parce que si tu prends un autre joueur et qu'au final, il ne réussit pas à s'imposer,
c'est toujours bien d'avoir un gars où tu sais que derrière, Oui. ça sera béton et tu pourras repartir avec une défense stable. Tu peux pas mieux faire en plan B, concurrence quoi. que garder Sakai quoi qu'il arrive. Parce que si Et- le titulaire que tu achètes ne répond pas, au moins le remplaçant derrière va te le booster. Et en plus, ce sera un très bon remplaçant qui peut même prendre la place. Donc quoi qu'il arrive, il faut le garder dans l'effectif. Je vais lancer Zempe sur 2 questions. Tu as Doc Pepper qui a fait très bonne remarque. Il dit, et en plus, Sakai, il commence à faire le fourbe et à réclamer des fautes et tout. Et c'est vrai que ça, c'est de voir un Sakai un peu moins gentil et respectueux dans ce football là qui est la Ligue 1 et compagnie, c'est pas si mal. Ou même l'Europa, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas ce que tu en penses sur cet aspect-là. Ouais, il commence à avoir un peu de vice. C'est vrai que moi, Sakai, l'année dernière surtout, quand je le voyais et tout sur le terrain, des fois il me faisait de la peine, mais véritablement, c'est pas péjoratif ou quoi que Ouais, ce je vois soit. ce que tu veux dire. Mais, Il était trop tu vois, on lui respectueux. mettait des coups et tout, et lui il était là, bon, un peu gêné. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il me faisait de la peine. J'ai l'impression que c'est un peu endurci, il a pris du vice, et c'est vrai qu'il n'hésite plus à mettre les coups de coude, à faire les petits trucs défenseurs, ne serait-ce que une balle qui va sortir en corner bloquée avant, il aurait shooté dedans comme un fou. C'est vrai que là-dessus, il a gagné tout simplement en compréhension du poste et en expérience. Et c'est vrai que ça, c'est une plus-value pour le joueur. Et deuxième question pour te lancer dessus. On parle de la prestation de Lopez, qui a complètement assuré un rôle de numéro 6, assez, on va dire, volanté, qui peut remonter le jeu, et faire le travail défensif, offensif et combler les côtés. Honnêtement, moi, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. Je te le dis, honnêtement. Vas-y. Ouais. Ben, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'espoir pour Lopez et j'attends qu'on le réintègre un peu plus dans l'équipe. Mais là, clairement, sur ce match-là, il a changé tout un collectif. Il est sur les 2 premiers buts, il me semble. À la récup, teigneux, il a bien fait chier les Basques. Voilà, à la maison contre une équipe Liga qui joue un peu au ballon, avec un but rapide en plus, parce qu'on marque très rapidement une équipe en face qui ne propose pas un gros pressing, comme j'ai dit tout à l'heure. Toutes les conditions étaient réunies pour lui. Il a sorti un gros match, il a répondu présent et c'est bien, ça va lui faire du bien pour la confiance. Et c'est bien qu'on puisse compter sur lui à un moment où, entre guillemets, on a l'impression que Sanson est vraiment en difficulté parce que pour moi, il n'avait jamais vraiment trouvé sa place en numéro 10, comme je l'avais dit. En plus de ça, statistiquement, il commence à lâcher aussi. C'était ça qui le sauvait un peu. Donc, c'est bien de pouvoir compter sur Lopez parce que je pense que pour la fin de saison, on pourrait le voir un peu plus. Lounis, je vais te lancer sur un débat, enfin, sur un poste qui a fait débat. Alors, on risque de ne pas être d'accord, je te le dis d'avance. Au poste de numéro 9, comment tu as trouvé la prestation de Germain hier? Bah, pour le coup, je suis un peu d'accord avec la grande partie des Marseillais. Ah, Germain, on va pas être d'accord. Vas-y. Germain, en soi, est utile de par son placement, son intelligence de jeu, mais il reste quand même fantomatique. Et c'est un énorme problème parce qu'on a besoin d'un neuf, surtout à Marseille, quand on connaît la population marseillaise, comment ça se passe dans le club. On a besoin d'un neuf qui soit sanglant, qui combatte sur le terrain. Tandis qu'on a Germain qui est très intelligent, mais qui derrière ne plante pas, ne fait pas son rôle de neuf en soi. Ah, on va Donc, pas je suis du tout plutôt être d'accord, donc. Je suis vraiment mitigé entre est-ce que c'est un bon joueur ou est-ce que c'est un mauvais joueur, et j'arrive pas à faire la part des choses. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre ou moi j'ai mon propre avis comme vous voulez. Vas-y. Vas-y, à toi l'honneur. Alors moi je vais te donner mon ressenti. On joue dans un système, dans une façon de jouer où on ultra exploite nos milieux offensifs, que ce soit gauche ou droite. Germain est le joueur pour ce système-là. C'est-à-dire qu'on lui a souvent reproché de ne pas jouer d'être meilleur dans un 4-4-2 et tout. On est sous cette forme-là. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu notamment sur le premier but très rapide. Tu as Thauvin qui vient de droite, qui rentre. Tu as Thauvin qui fait le centre, il me semble. Tu as Germain qui attire 2 défenseurs sur lui. Derrière, tu as Ocampos complètement libre qui vient marquer. Déjà, dans ses déplacements, placements et appels, il est bon. J'ai pas dit parfait parce qu'il y a quand même des choses à corriger. Il n'a pas fait une prestation non plus à couper le souffle. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, dans la participation au jeu et dans ses permutations intelligentes, il est là. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est son jeu aérien. Ça, je suis un petit peu d'accord avec vous. Ça, il n'est pas très efficace. Et avoir quelqu'un d'un peu plus costaud dans ces aspects-là, c'est mieux. Il est capable de jouer le ballon de haut but et de remiser rapidement et d'accélérer donc le jeu, c'est une chose. Et dernier aspect, il faut arrêter de me dire qu'il a loupé des buts hier. On est en droit de penser que le goal a quand même fait des arrêts. Je suis désolé, mais à un moment donné, c'est le ressenti. Donc il libère des espaces aux autres, comme le dirait Montada, je le lis à l'instant. Et son jeu sans ballon, c'est juste parfait pour faire briller nos 2 milieux offensifs.
Voilà, c'est. Je vais. Tu Après, sais que on moi, laissera Lounis répondre après. Ah, ok, attends, non, vas-y, réponds, Lounis, pas de soucis. Ah, allô Gauthier, vas-y. Bon, excuse. Non, oui, j'avais oublié que c'était à la base pour Lounis. Moi, en fait, tu sais que donc Germain, hier, j'ai limite dit qu'on était à 10. Et quand j'entends tes arguments, l'histoire de placement et tout ça, c'est vrai, j'y prête pas assez attention en direct, quoi, mais en fait, oui, c'est une évidence, ces déplacements font que ça combine parfaitement autour, quoi. Donc, ouais, j'approuve. J'applaudis. Donc, ouais, après, ceux qui me disent ils doivent faire mieux sur des occasions, les gars, comment vous expliquer une chose? C'est difficile de se contextualiser la chose réellement quand on n'a pas fait du foot ou les choses comme ça, parce que c'est quand on arrive devant un goal, le goal sort d'une manière qui va te boucher des espaces, va se coucher d'une manière qui va rattraper un ballon. On peut toujours faire mieux, ça je suis d'accord avec vous, mais c'est plus facile à dire qu'à faire au final. Et tout simplement, je pense que, et comme Zempe avait relevé aussi en off, le deuxième arrêt, c'est quand même un arrêt miraculeux de la cuisse. C'est assez compliqué au final. Voilà. Donc Zempe, est-ce que toi tu es assez d'accord avec ça ou voilà? Ben, moi, je suis un peu entre les deux en fait. Je suis vous prenez vos deux analyses, ben, je suis le milieu. Voilà. Je suis entre les deux parce que je suis assez d'accord avec ce que tu as dit par rapport à Germain. Je pense de manière générale que les gens ne se rendent pas compte de tout ce que fait Germain dans le match et d'à quel point c'est le joueur parfait quand il a Ocampos et Thomas à côté de lui. Mais j'ai l'impression qu'on le relève que quand il marque en fait. Quand il marque, on dit oh, génial, Germain, les déplacements de ça et tout. Voilà. Quand il marque pas, c'est Germain invisible, alors que Germain a quand même fait des choses pour l'équipe. Après, de temps en temps, j'attends plus d'un neuf quand l'équipe est en difficulté pour porter son équipe vers l'avant. Pas quelqu'un qui bonifie son équipe, quelqu'un qui prend le jeu à son compte un peu plus. Mais de manière générale, je le trouve quand même plutôt bon sur les matchs qu'on voit. Après, voilà, Bilbao, il m'a pas coupé le souffle. Il a fait un taf correct, on va dire. Ouais, je vais juste passer parce que je vois beaucoup de NJ est absolument horrible et compagnie. Je vais pas le défendre parce que comme je le disais en off sur le match d'hier, il m'a agacé notamment par ses hors-jeux. Maintenant, essayez de regarder un petit peu mieux les matchs, les gars, et voir que on le lance sur sa vitesse, c'est très bien. Il se retrouve en 3v1 parce que derrière, en fin de match, tout le monde a beaucoup donné, il y a personne qui le suit. Donc à un moment donné, les gars. Tu sais, quand il se met à dribbler en plein milieu du terrain, vraiment au milieu, un joueur, deux joueurs, trois joueurs qui revient. C'est quoi les solutions? C'est quoi les solutions qui sont Non, il y en a des solutions. Il y en a toujours des solutions. Et là, vraiment. De l'ancien joueur qui est seul, enfin, je sais pas. Non, il n'y a pas des œillères, ça s'appelle de la conservation de balles. Mais après, chacun peut l'interpréter comme il veut. Maintenant, comme je dis, on a toujours eu un joueur sur qui il faut taper à longueur de journée. Il n'a pas fait une bonne rentrée, je ne suis pas à dire il est exceptionnel. C'est un des plus mauvais matchs pour moi qu'il a fait sous le maillot olympien. Mais j'ai lu des trucs, il faut arrêter à un moment donné. Après, c'est le contraste aussi. Quand tu vois le collectif qu'on avait hier, ça jouait simple, bim bam bam, même au compost, il savait s'arrêter à temps pour faire la passe. Et que tu as NJ qui rentre, ça crevait les yeux, quoi. Tu te dis, ah merde. Alors j'ai juste une action en tête où NJ ne tombe pas sur un tacle pour aller faire un tir très pertinent. Et voilà, c'est juste ça. C'est qu'il est capable du meilleur, mais on va aussi relever surtout ce qu'il est capable de pire. Voilà. S'il a eu des problèmes de choix et de décision, et c'est là où on lui en veut beaucoup pour certains, hier il est rentré, il a foutu le bordel. Et donc à partir du moment que tu fous le bordel, c'est que tu fais pas une mauvaise entrée quoi qu'il arrive. Exactement. Hier il a fait une bonne entrée avec du bon mouvement, des bons appels. Exactement. Voilà, il a quand même foutu un bon dawa. Le seul problème c'est qu'il a un problème de lucidité parfois évident, un problème de choix ok, mais hier ce n'est pas une mauvaise entrée, interdiction. Au contraire quand il est rentré, c'est même là où on a mis le plus Loaï dans la défense. Exactement. Là, c'est tellement ouf que je sais même plus quoi dire tellement ça me. Mais regardez, je vous demande juste de regarder. Oui, il est tout seul, mais Payet après, il est tout seul face à 4 défenseurs, les gars. Rendez-vous compte que tu lances un joueur qui est tout seul après. Mais quand tu fais rentrer un joueur qui a une capacité de percussion exceptionnelle et que derrière tu ne suis pas, c'est normal que le joueur fasse un tout droit. C'est dans une logique. Il va pas revenir en arrière alors qu'il est pris de tous les côtés. Il va perdre le ballon bêtement, certes, mais il est tout seul.
Voilà, et tu le fais rentrer pour sa percussion, tu le lances sur sa vitesse alors qu'il est capable aussi de remiser en une touche. On l'a vu sur certaines actions avec clairement. Gustavo. Mais quand tu le lances en profondeur et que derrière tu ne suis pas et tu n'apportes pas ce surnombre dans la surface, mais ne vous demandez pas pourquoi après on dit qu'il fait des mauvais choix. Moi je pense qu'il est en méforme, parce que je sais qu'il est capable de tout ce que oui, mais clairement il fait pas une bonne entrée. Enfin, il fait pas une bonne entrée. Il fait pas tout bien. C'est les hors-jeux qui m'ont le plus agacé. Quand j'entends FX qui dit il a mis le Y et tout ça, j'avoue que j'ai du mal. Non, moi je te le dis, il a mis le Y. Regarde son passage, mine de rien, pour Bilbao, ça a été difficile de le prendre. Mais lui, en fait, NJ se défend sur lui-même tout seul, puisque par des mauvais choix et parfois par des petites erreurs techniques, il va annihiler lui-même ce qu'il a entamé. Mais hier, dans le mouvement, ça n'a pas fait du bien. Pour moi, hier, il a fait du Ocampos quand il est insupportable. Voilà. Après, écoute, ça casse son avis. Hein, mais... Voilà, il a certaines qualités. Après, je sais que Zemper rentre pas dans le débat parce qu'il va pas être d'accord avec moi. Mais le problème, c'est qu'il y a après, je peux dire un mot, mais moi, si on me demande, je vais pas te dire qu'il est catastrophique. C'est pas les grands soirs où j'ai râlé sur NG ou vraiment m'énerver. Son entrée, elle est scalée. Mais quand FX il me dit que c'est interdit de dire que c'est une mauvaise entrée, j'ai du mal parce que c'est vrai qu'il a fait des choses, c'est vrai qu'il provoque grâce à ses qualités de vitesse et de percussion certaines occasions, mais moi je vois pas tout ce qui est conservation de balles, moi je l'ai vu, prise de bon choix, tout ça, ou genre il est tout seul ou quoi. Des fois il part. Regarde, oui, mais pourquoi? Tu as vu les ballons qu'on lui met? Moi je trouve pas. Tu fais la passe en profondeur, tu fais une passe. Non, mais il n'y a pas que ça. Là, c'était vraiment passe en profondeur ou passe en plein milieu du terrain. Il faisait de la même façon. Il prenait le ballon, il essayait de jouer 3 joueurs. Je vais faire un argument là, parce que regardez, c'est donc Thauvin qui se blesse et quand il sort, on est tous là. Oh mon Dieu, ça y est. On avait même peur que ça change la physionomie du match. À partir du moment qu'on n'a pas trop remarqué l'absence de Thauvin, c'est que la rentrée de NG a quelque part été bonne parce que la dynamique a été la même, peut-être même un tout petit peu plus intensive. Mais bon, voilà. Après, encore une fois, il a des problèmes de choix, il a des problèmes de compréhension de jeu. Mais voilà, on espère qu'il pourra l'améliorer, le corriger. On souhaite une progression. Alors, on va passer sur NG parce qu'on était à la base. Je peux relayer quand même côté tribune parce que du coup, côté tribune, il faut quand même le dire. Mais les gens Non, mais peu importe, juste que les gens ils sachent, ceux qui sont pas au stade. Ça commence à gronder alors qu'on mène 3-1, c'est une super ambiance. NG, il est rentré, il a agacé vraiment. Tous les gens qui étaient autour de moi, ça rageait, mais de ouf quoi. Mais les gens, c'est quoi? Mais tu le sais très bien que la plupart du temps, ils analysent même plus. Il faut arrêter un peu. Les gens râlaient pas quand l'OM tournait très mal. Les gens, c'est aussi moi. Voilà. Si tu joues, c'est lui qui nous fait gagner quand même. Amiens, c'est lui qui nous fait gagner. Si aujourd'hui tu es en Europa League et que tu as vu un beau match, c'est grâce à qui? Si tu fais un beau départ de saison, si tu as failli marquer contre Paris à l'aller, c'est grâce à qui? J'aime NG. Voilà. N'oubliez pas. Donc il faut arrêter de dire qu'il est bête, c'est pas joué. C'est pas le Kekos de Twitter qui te parle. À la base, je milite pour NG. Si ça s'appelait Nginho, tout le monde serait à ses pieds. Arrêtez un peu. C'est juste que voilà, il fallait prendre le petit truc de se dire il faut un souffre-douleur. Regardez, quand c'est pas NG, c'est qui? Ça a été même Anguissa, ça a été Zambo, ça a été Payet. Il faut toujours un souffre-douleur. Voilà, et il y a plus. Dès que Serti sera de retour, les gars, c'est bon. Bientôt le retour, les gars. Voilà. Et arrêtez de dire sur ces enjeux, il y a que le match d'hier aussi. De Mitro. Les mecs, ils mettent tellement des mecs dans le mal au niveau de la vitesse que les arbitres sifflent hors jeu alors qu'il n'y a même pas hors jeu. Faut arrêter aussi. Donc voilà, je vais passer sur ça parce que c'est énervant de voir des gens. Par contre, Jubadjo, il fait que de parler de Ocampos sur le chat. C'est vrai qu'on en a pas parlé au final de Ocampos. Parce qu'en fait, parce qu'avant qu'on vienne sur NJ, ça devait prendre 2 minutes. Je voulais te lancer pour finir sur cette partie sur Ocampos, Gunther, parce que c'est toi qui as quand même insisté. Ça c'est pareil, Ocampos, on l'a insulté pendant plusieurs saisons et Gunther, tu es arrivé en étant le seul le seul hier. À dire d'être patient surtout quoi. En fait, c'est juste ça quoi. Non mais après NG exactement. Pour moi c'est le même cas de toute façon. Mais je vois apparemment qu'il y a des gens donc qui trouvent que c'est une pipe sur le match de hier. Qui? Genre Jubadjo sur le chat il arrête pas depuis tout à l'heure. N-pipe et aucun pipe. Ma foi je comprends pas parce que moi j'ai vu son meilleur match. Là c'est incontestable à l'OM, c'est de loin son meilleur match. Et je l'ai trouvé juste super fort. Conservation de balle, l'homme du match. 90 minutes, le mec c'est un cyborg. Je comprends même pas comment c'est physiquement possible
qu'à la 90e, tu as l'impression qu'il commence son match. Enfin, what the fuck, il est Je incroyable. crois que c'est le joueur qui a eu les meilleures statistiques de tous les huitièmes de finale aller Oui, il a eu la Confondu. meilleure note, ouais. de l'UEFA. Mais moi, ce qui m'a plu dans le match d'Ocampos, surtout, parce que il a fait ses efforts habituels, c'est pas non plus très étonnant. Bon, on l'a peut-être un peu plus remarqué, mais voilà, les efforts défensifs toujours là. Mais sa détermination et son abnégation sont récompensés statistiquement, en fait. 3 tirs, 3 cadrés, 2 buts, et franchement, il n'est pas loin du triplé. Techniquement, un poil plus juste parce que plus concentré, meilleure prise de décision dans ses courses. Et je pense que tout ça, ça vient du fait qu'il est marqué très tôt dans le match et que ça l'a mis en confiance. En fait. Dubadio nous dit il est pas beau à voir. Ouais, mais Il y a pire, hein. Il y a pire avec un ballon. Il est un peu fâché avec le ballon au Campos, mais bon, il y a pire. Voilà, Il doit lui, pas il aimer est, le trouble. il est plus athlétique et c'est clair qu'il a des lacunes techniques qui sont clairement évidentes. Mais bon, comme des soirs comme hier où il arrive un peu à élever son niveau technique, ça donne un match plus qu'intéressant et ça donne de belles options à gauche aussi pour l'OM. Quoi, c'est pénible. Ce joueur-là est pénible d'ailleurs, hein. Parce qu'effectivement, dans un 11, pour moi, il n'a pas réellement sa place. Mais quand il est capable de se transcender comme ça, il est plus qu'utile à l'équipe. Ouais, on devait en dire un petit peu plus au final, mais bon, je pense qu'on va devoir passer parce qu'on s'est un petit peu trop enflammé sur. Oui, mais je suis pas d'accord pour dire qu'il y avait. Juste, je finis sur ça, Dubadio, qu'il y avait personne en face. À un moment donné, tu as le droit de penser que tu es meilleur qu'une équipe et c'est pour ça qu'il y a personne en face. C'est une équipe qui a donné des coups et au Campos, il a c'est su comme sortir ça, hein. son épingle. Il a même obtenu pas mal de fautes aussi, donc ça nous donne aussi des occasions de faire monter le bloc et d'avoir des coups de pied arrêtés offensifs. Donc non, il a répondu à un match difficile au Campos et il l'a bien fait. Oui. On va passer à alors là, si vous avez aimé un débat un petit peu enflammé sur NJ, vous allez aimer le prochain débat parce que là, il y a de la contradiction dans tous les sens. Bon, moi, je dois y aller. Donc, on va parler de l'arbitrage vidéo. Pourquoi ? Te chie dessus. Pourquoi ? Parce que on a vu contre Nantes, on a vu contre le dernier match à Bilbao, on l'a vu plusieurs fois cette saison. Il y a un débat qui se crée, alors c'est pas que sur l'OM, hein, je vous parle sur le football en général. Est-ce que l'arbitrage vidéo, ça va être implémenté l'an prochain en France ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Et là, ça a créé des choses. L'apparition de deux camps bien distincts. Donc le côté lumineux de la force, à savoir les pro-vidéo, et le côté obscur de la force, les anti-vidéo. Donc je vais même citer, donc Zempe est anti-vidéo, moi je suis pro-vidéo, Gunther est pro-vidéo. Toi Lounis, tu es pro ou anti-vidéo ? Totalement anti-vidéo. Totalement. Sans hésiter une seule seconde, anti-vidéo. FX, tu es pro ou anti ? Anti. D'accord. Et René, je sais qu'il est pro-vidéo. Donc, alors, juste pour revenir sur Akin, non, c'est pas clos parce que Germain ne part pas en profondeur. C'est beaucoup plus facile d'être hors jeu sur un joueur qui part en profondeur. Fin du débat là-dessus. Donc, sur l'arbitrage vidéo, tout simplement, je vais vous lire des faits, donc ce qui se passe là-dessus, et on en débat. Donc, la vidéo est utilisée cette année en Serie A, en Coupe d'Italie, en Bundesliga, et sur les barrages de la Coupe du Monde. Elle sera utilisée au Mondial 2018, ainsi qu'en France à partir de la saison 2018-2019. Sur un échantillon de 218 matchs de Serie A et en Coupe d'Italie, elle est employée 1078 fois, soit environ 5 fois par match. Sur 1078 décisions, 60 ont conduit, l'utilisation de la vidéo, 60 ont été inversées, soit environ 5,6% de l'utilisation de la vidéo, soit une tous les 3,5 matchs. Sur les 60 décisions inversées, 49 ont été bonnes, c'était la bonne décision, et 11 ont quand même été des mauvaises décisions, ce qui donne 1% d'erreur sur la correction de la vidéo pour sa première année d'utilisation. C'est-à-dire qu'il y a 1% d'erreur pour son utilisation. Le principal problème vient du fait que c'est long à utiliser, et on va le voir pourquoi. On le reverra pourquoi après. Donc déjà sur ça, moi je vais entendre l'argument des anti-vidéo en premier, Zempe. Pourquoi toi tu es anti-vidéo ? Alors déjà, il faut savoir que les pros et les anti-vidéo ne seront jamais d'accord. J'ai oublié de préciser, on n'est pas là pour s'auto-convaincre les uns et les autres, c'est pour opposer les deux idées, voilà, tout simplement. Voilà.
Donc en plus j'en ai pour un petit moment, donc tu fais bien de le dire. Pas trop non plus parce qu'on n'a pas trop de temps, mais essaye de faire. Donc déjà on voit quelque chose. La vidéo utilisée 5 fois par match et ça prend jusqu'à 4 minutes. C'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois. Oui, mais bon, ça représente quand même beaucoup de temps. Sur la première année d'utilisation, c'est-à-dire que c'est en rodage. Oui. On parle pour le moment. À ce jour, t'es pas loin de par match 7-8 minutes minimum de vidéos par match, qui est quand même un peu embêtant. Alors pour moi, les erreurs d'arbitrage, vous le savez, alors ça, je vais me faire lyncher, mais c'est pas grave, ça fait partie du foot. Comme les terrains. Ça fait partie du foot que tu risques de pas te faire éliminer de la compétition. Attends. Comme les terrains peu praticables, les rebonds douteux, les poteaux et tout ce qui s'apparente à un effet un peu aléatoire qui donne tant d'émotions à notre beau sport. Alors, le problème, c'est qu'on fait souvent le parallèle entre arbitrage vidéo et décision arbitrale. Si un arbitre a pris parti et te détruit un match en arbitrant, en prenant toujours des décisions contre ton équipe, c'est pas la vidéo qui va régler ça. Non, c'est souvent sur des erreurs d'appréciation, Zempe. Oui, mais c'est-à-dire qu'il a pas vu le geste. Oui, mais attends, laisse-moi. Vas-y. À chaque fois que l'arbitre te désavantage, c'est pas sûr qu'il utilise la vidéo, et s'il fait, c'est pas sûr qu'il reprenne la bonne décision derrière. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, il y a un gros deuxième problème que je vois avec la vidéo, c'est les injustices causées après utilisation de la vidéo. Parce que je trouve ça 100 fois plus frustrant qu'une injustice parce qu'il n'y a pas eu la vidéo. Je veux dire, voir un but annulé alors qu'il est totalement valable après que l'arbitre ait utilisé la vidéo, ben, ça arrive très peu, mais je trouve ça 100 fois plus frustrant qu'une injustice dans le jeu, en fait. Tu vois, là, ben, je sais pas, il y a 1%, je crois, 1,1%, mais je trouve que c'est le pire truc possible qui puisse arriver dans un match, que la vidéo te tue ton match, en fait, tout simplement. Et donc hier, tu n'as pas l'impression que c'était une des pires injustices qui s'est passée dans le foot? Enfin, ce style de... C'est une injustice, quoi. C'est une main sifflée alors qu'il n'y a pas main, quoi. Non mais c'est même pas ça. C'est que l'arbitre prend la bonne décision sur le but et il se fait mettre la pression. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non mais d'accord. Mais bon, attends, on va passer à d'autres... On va passer à d'autres arguments, on va essayer d'opposer les idées, on y reviendra dessus. Vas-y Gunther, toi qui es pro vidéo, pourquoi tu penses que la vidéo est une bonne décision? Ben, pour moi, c'est juste du bon sens. Je sais pas, quand vous êtes dans un stade et qu'il y a un but qui est refusé, enfin, ça rend dingue. C'est juste, ça rend dingue. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Quand c'est de ton côté. Gunther a toujours dit que c'était pour un côté comme pour l'autre. Non, sérieux. Par exemple, Hambourg, voilà. Hambourg, c'est la ville de ma mère. Moi, j'aime bien Hambourg. C'est, si on va dire côté footix, mais c'est mon deuxième club, on va dire, même si c'est plus que je soutiens plutôt que supporte. Je regardais le match. C'est la première fois que je vois l'arbitrage vidéo, parce que je regarde pas trop les autres matchs à part l'OM. Et donc, je regarde le match tranquille. Oh, Hambourg marque. Putain, mais Hambourg qui marque, c'est vraiment chaud parce qu'il lutte depuis des années contre la relégation. But, super. Et d'un coup, je vois le match s'arrête. Quoi? Vidéo? Ah, but refusé? Ah bah oui, en effet, c'était n'importe quoi. Mais tu sais quoi? J'ai vu le futur. Ce but-là, c'était le futur pour moi. Je me suis dit, mais attends, c'est un truc de fou. Devant ta télé, t'étais même pas dans une DeLorean. Non, mais tu as vu, c'est un peu fou quand même. Non, mais sans déconner. Je veux dire, putain, l'injustice dans le... Moi, personnellement, l'injustice, c'est le truc qui me rend le plus dingue. Quand on a des moyens de mettre en place des choses pour limiter ça, moi, je m'en bats les couilles excusez-moi de la vulgarité, du temps qu'on rajoute et tout ça. Et quand les joueurs, ils mettent 30 ans à simuler, que ça fait tout un pataquès, que là, alors, non, mieux. Là, il n'y a pas eu besoin d'arbitrage vidéo pour que le temps il soit coupé, pour que les joueurs, ils aillent faire la pression à l'arbitre, pour qu'on perde 2-3 minutes. Non? Quand tu feras les matchs à l'extérieur et que tu vas rester une demi-heure enfermé dans un parcage et que tu as 4 heures de route à faire pour rentrer chez toi. Ah oui, mais là, les matchs ils seront à 7h le lendemain. C'est quoi cet argument? Non, c'est pas un argument. Je déconne, c'est pour parler des arrêts qui vont être un peu plus longs. Je vais juste pas sérieux. Je vais vous donner mon argument, après je passerai à celui d'AFX et de Lounis. Moi je pense que ces règles-là ont été faites à une époque, voilà, c'est on va dire le football du passé. Le football évoluant, parce que le football évolue dans sa manière d'être abordé, sa manière d'être utilisé, on a besoin d'avoir des nouvelles méthodes. On a de plus en plus, alors je vais étendre le débat en ne disant pas que c'est qu'en France, même si je pense que c'est principalement en France, des arbitres qui se prennent pour des cow-boys et qui sont protégés parce qu'ils ont comme argument de dire oui, mais on n'a pas tous les moyens à notre disposition pour évaluer une situation.
en leur donnant les arguments, c'est-à-dire en leur donnant un outil de travail supplémentaire. Et tout simplement, il faut bien se dire que c'était la première année que ça a été mis en place, donc ça tend à être amélioré. J'ai d'ailleurs vu Akian qui disait qu'on a peut-être avoir un droit comme au tennis, d'avoir 2-3 fois recours à la vidéo par équipe. C'est une piste, hein. Mais en donnant tous les arguments à l'arbitrage, en tout cas, on pourra enfin les remettre en cause en leur disant mais là les gars, vous avez tous les outils nécessaires pour travailler et pourtant vous continuez à être mauvais. En gros, on se posera la question sur les vrais arguments, à savoir la formation des arbitres, comment elle est faite. Et quand on arrivera à ça, on fera un pas de plus dans la résolution d'injustice dans le foot. Parce qu'hier soir, ce qui s'est passé, c'est une injustice. Et c'est pas la première fois. Et c'est surtout que derrière, tu peux perdre une qualification sur ça. Et tu as perdu une 3ème place contre Lyon pour ça. Et etc. etc. Donc vas-y FX, je te laisse tes arguments. Bon, il y en a plusieurs. Bon, déjà, il faut rappeler que la goal line technologie, elle a dégagé de la Ligue 1 parce que bon. La goal line, on y reviendra, c'est un cas complètement différent. Je t'expliquerai, il y a des arguments là-dessus. Oui, je sais bien, j'ai écouté comment sont faits les prestataires. Enfin bref, on voilà, exactement. Ensuite, je vais parler aux vieux. Moi, si on m'enlève un jour le scénario de France-Allemagne 82, je sors la suffateuse parce que on peut pas toucher à ce match-là. Il est exceptionnel. Mais c'est le football du passé. Le drame. Il y a des films que j'aime parce que ça relate les. C'est l'émotion. Et j'ai l'émotion. Mais c'est le football du passé. C'est la vraie émotion. Mais non. Aujourd'hui, tu ne vas plus au stade. Là, tu vas au stade pour aimer, t'énerver pour ça, pour l'injustice. Je t'ai laissé argumenter. Vas-y, FX, vas-y. Je t'ai laissé argumenter, mais voilà, c'est tout. Non, moi, hier, il y a eu penalty, je fais c'est couillon, voilà, c'est tout. J'en ai vraiment pas fait un drame. C'est frustrant, mais la frustration fait partie du foot. Derrière, il tire, il marque, et voilà, on reste pas des heures dessus. Et derrière, on réagit bien. À cause de ce drame-là, l'équipe derrière s'est un peu révoltée. Il fait une très bonne 2e période. Et ça me va comme ça. On joue, on gagne, on perd. Et voilà, c'est comme quand on fait les malins en voiture. Il y a une vidéo qui nous flash. Et ben voilà, c'est tout. C'est comme ça. On a joué, on a perdu, on paye et ainsi de suite. Et dans le football, c'est un peu pareil. Il faut laisser un petit peu de spontanéité, le droit à l'erreur. Et ensuite, le football, grâce au PSG et grâce au football anglais, commence à s'aseptiser. On n'est plus dans un sport populaire. Et d'ailleurs, il y aura énormément de répression sur les supporters de plus en plus pour qu'on assiste à un sport de bourgeois. Et la vidéo va dans le sens du sport de bourgeois. Et à quel moment les équipes de nationales, elles vont se démerder avec un arbitrage que tout le monde conspue. Et il y a des équipes qui vont monter. Donc on se posera jamais. Mais donc allons-y. Conservant des arbitres comme ce qu'on a actuellement, des cow-boys qui sont irrévocables, irréprochables, pas critiquables, on se pose plus de questions sur la formation des arbitres, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de personnes qui se mettent à la même table pour discuter. C'est ça qu'il faut changer. Non, mais ils sont toujours... Mais arrêtez, ça fait combien d'années qu'on dit ça? Il n'y a rien qui fait... Quand Olaf quittera la Ligue 1, le système. Mais ça, c'est un doux rêve. Si c'est pas lui, ça sera un autre. Moi, je te le dis, tant que les arbitres ne sont pas mis devant le fait accompli, qu'il y a un problème au niveau de la formation, et croyez-moi, il n'y a pas qu'une question d'interprétation. Si un joueur met une main est décollé, comme on l'a vu à Nantes, s'il y avait la vidéo, il y aurait eu penalty. Il n'y a même pas de débat là-dessus. L'arbitrage, c'est un mal français, attention, hein, c'est un pays complètement en retard par rapport aussi à beaucoup de voisins. Il y a très peu de problèmes comme ça dans beaucoup de on n'a pas donné la parole à Lounis qui était complètement contre aussi, donc on va lui laisser la parole. Oui, tout simplement pour recouper un peu ce que disaient Fix et ZMP, moi je suis tout simplement contre l'arbitrage vidéo juste parce que quand je suis au stade, que je vois mon équipe marquer, je pense que c'est le cas de vous tous quand vous allez au stade, vous gueulez, vous êtes contents. Le problème de l'arbitrage vidéo, c'est que quand on va marquer un but, on va toujours se demander est-ce qu'il est valable. Et ça va nous couper ce petit moment de joie qu'on a directement après un but. Eh ben c'est la même chose que quand tu siffles un hors-jeu sur un but, c'est pareil. Dans le sens, non, parce que quand on siffle un hors-jeu, on le voit l'arbitre directement lever la main, alors que là, on doit attendre. Pas forcément, il y a eu des cas où non. Non, parce que là en fait, quand tu raisonnes comme ça, tu raisonnes, tu penses au scénario qui te plaît pas et tu te dis ça se passe comme ça. Mais non, ça c'est une minorité. Les 3/4 des buts, il y a but à faire classer, il n'y a même pas de doute. Tu le sais qu'il y a but. Et aujourd'hui, quand tu as un petit doute, qu'est-ce que tu fais? Moi, le 3e but, là, je sais plus lequel, j'ai pas compris. J'ai regardé l'arbitre, je me suis dit, attends, il y a but, il y a vraiment but. Au final, c'est le même problème. C'est exactement le même problème. Pour vous décrire, pour ceux qui ne savent pas,
quand l'arbitre fera appel à une décision de vidéo, il ne faut pas oublier qu'il va pas à chaque fois aller dans la valise regarder sur l'écran. Il y a des assistants vidéo derrière, ils regardent une fois, s'il n'y a pas débat, ils vont lui dire direct à l'oreillette, terminé. C'est exactement pareil que s'il allait consulter un assistant sur le terrain pour lui demander est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu. Le problème, c'est que au-delà de ce problème, on va dire, de temporalité, le deuxième problème, et il est dans ton graphique de statistique, entre guillemets, c'est que malgré cet arbitrage vidéo, on n'arrive pas à avoir la bonne décision. Donc, est-ce qu'il faut en remettre en cause la formation des arbitres ? Des cas. 1% des cas. C'est 1% de trop avec une vidéo. La vidéo est censée nous apporter Ben non. Une vidéo est inutile. Tu baisses de 4% déjà les erreurs d'arbitrage sur un large échantillon, c'est énorme. Bah, ça vaut pas le coup. Tout bête. Ça vaut pas le coup de tuer les émotions. Arrête, Ouais, 40. ouais, Mais arrête, mais ça c'est des bêtises de dire Je ça. vais prendre un exemple tout bête. Tu as la vidéo qui est instaurée dans ton quartier et il y a un cas où au final elle a servi à rien pour résoudre une affaire. Ça veut dire qu'il faut la jeter, ça sert à rien. Et surtout que c'est surtout que tu es sur sa première année d'exploitation. Tu peux pas juger d'une technologie qui vient d'être implémentée si tu ne lui laisses même pas la chance d'exister. Et je peux rajouter un petit truc, après je pense que j'aurais tout dit. Niveau mentalité, ça va aussi changer des choses. Vous pensez vraiment que les gars là qui sont toujours à chercher l'embrouille, ils vont continuer à avoir cette attitude? Moi, je pense pas. Ça va changer les attitudes des arbitres Ouais, mais il y a et des les joueurs. mecs, autour d'eux, il n'y a pas tous les gens de la ZUP qui font la haut là, bonhomme. Oui, mais bon. Complètement individuel. Tu as compris qu'il essayait de... Non, mais tu as compris qu'il essayait d'illustrer le truc, mais vas-y. Oui, la satisfaction, mais en fin de compte, voilà, on rentre dans cette société moderne où de manière tout sera fliqué, on a nos empreintes sur tous les téléphones, plus besoin de les déposer. Ouais, mais là on part dans un débat, les gars. On est dans une... Ouais, désolé, la passion, ça me rend tellement dingue, moi j'arrive même pas à comprendre. Moi, je vais vous dire un truc. Avec la vidéo, sans erreur d'arbitrage du tout, même, t'as pas le corner de la tête de Bouli en 93, t'as pas la remontada du Barça contre le PSG, t'as pas la main de Maradona. Mais tu as peut-être d'autres choses, mais tu as d'autres choses, T'as pas tant de choses qui déchaînent la passion non, qui fait regarde, partie du foot. alors je vais te donner un autre exemple. Alors on est conservateur, mais parce que c'est le plus beau sport du monde. Alors non, attends, je vais te calmer dans ton élan. Alors tu aurais eu d'autres choses. Peut-être que l'année de Bielsa tu finis 3ème, donc tu vas partir en Champions League. Donc derrière tu peux recruter, donc Bielsa ne part pas, donc tu fais notre année. Mais ça c'est que du business. Mais justement, Bielsa est resté, il aurait recruté les mêmes joueurs, de toute manière. Moi je te parle sur le terrain sportivement, les émotions. Mais les émotions, tu as l'impression que cette année il n'y a pas eu d'émotions en Série A? Sincèrement? Mais c'est pas pareil. Ah d'accord, c'est pas pareil quand ça part. Le match d'hier, il n'y avait pas d'émotion avant qu'il y ait cette erreur? Tu me parles de. Parfait. Je te dis que les erreurs. Mais la frustration, c'est une émotion, bordel. Mais c'est une mauvaise émotion. Tu vas dans un match pas pour être frustré. Tu viens, c'est un spectacle. Tu viens pas pour être frustré. Je suis désolé. Mais si. Mais non. Lyon t'a volé. Mais non. Ça, c'est ouais, il y a un peu l'argument du Marseillais qui s'estime toujours un peu plus volé que les autres. C'est aussi ça qui. Non. Moi, je te le dis. Je viens pas au stade pour être frustré. Tout le monde te le dit. Je me défoule parce que la semaine, j'ai des trucs. J'ai entendu ça de la part de Capo dans les virages. Donc arrêtez de me dire que tu vas au stade pour être frustré. C'est pas vrai. C'est ça, je comprendrai jamais. Enfin... Mais la différence entre se faire voler par un but en jeu de Paris ou de se prendre 5-1, c'est pareil, t'es frustré quoi qu'il arrive. Donc bon, après, faut savoir accepter ça. On va redonner la beauté du sport. On va redonner la parole à comment dire à Lounis pour finir sur ce qu'il avait à dire et après on va passer à la partie suivante. Bah, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, c'est juste que moi, les principales raisons pour lesquelles je ne veux pas la vidéo, et je cherche absolument pas à vous convaincre, comme non, c'est tes arguments. C'est juste que pour moi, ça va me casser un peu le rythme quoi du match, me dire, bah, je suis dans mon match, telle action s'est passée comme ça. Bien évidemment que pour le match de Nantes, je suis frustré qu'il n'y ait pas d'arbitrage vidéo. Bien évidemment que je le suis, mais en soi, c'est ce qui fait que je pense, on est tous d'accord là-dessus. À la 95e, sur le but, vous avez tous explosé devant votre télé. Vous avez absolument tous explosé parce que justement, le fait qu'il n'y ait pas d'arbitrage vidéo, ça vous a amené à cet état de alors tu penses qu'on aurait moins explosé s'il avait mis un 4ème but en Europa League?
sans l'erreur, avec l'arbitrage. Non, mais avec l'arbitrage vidéo, il faut remonter jusqu'à la genèse, les gars, jusqu'à la création de ce sport. Alors d'accord, remontons à la genèse, on peut faire des passes au retrait aux gardiens, ils peuvent les prendre dans les mains. Le foot a évolué, pourquoi cet aspect-là n'évolue pas? Dans d'autres sports, ça se passe très bien. Je vais être sincère. En fait, je suis 75% contre. Les 25% pour lesquels je serais pour, ça serait dans les compétitions dites majeures où il n'y a pas de descente et de montée, parce que ça inclurait une instauration totale de la vidéo. Donc, effectivement, les Coupes du Monde et peut-être la Ligue des Champions, on va dire, les championnats, enfin les compétitions bourgeoises, et où il y a trop d'argent en jeu pour se permettre effectivement des injustices. Mais bien sûr. Dans ce cas-là. Mais moi, je les garde vraiment que dans 2 compétitions dites majeures, peut-être Europa League, mais ça va pas au-delà. Pour tout ce qui est système de championnat. Alors moi, je vous propose une chose. La CFA, Calais peut très bien se faire engoncer d'une montée, voilà, pour un hors-jeu. Moi, je vais juste on va se donner un pari là-dessus entre nous. On n'arrivera pas à être d'accord, je le sais, je cherche pas à vous convaincre, etc. On essaie d'en débattre. Moi, je vous dis, rendez-vous dans un an. C'est-à-dire qu'on, l'un comme l'autre, on peut pas vraiment dire qu'on a vu tout ça, enfin, on sait ce que ça donne. On se donne rendez-vous dans un an, on regarde ce que ça donne, et on verra au final qu'est-ce qui n'a pas été, est-ce que réellement ça casse l'émotion ou pas. On pourra se rendre compte des choses là. Mais si on l'essaye pas, c'est comme tout. Si on est tout le temps réfractaire et se dire et de vivre dans le passé, à un moment donné, on pourra jamais rien améliorer. Donc ça c'est une bonne chose. Plutôt que d'essayer de convaincre et de finaliser ce soir les positions, on se donne rendez-vous dans un an pour faire un avis. On se donne rendez-vous dans un an. On peut même se donner un premier rendez-vous après le mondial parce qu'il y aura l'utilisation de cette vidéo là. On pourra faire un premier bilan. Et voir aussi ce qui compte évoluer par rapport à l'expérience de l'Italie et de l'Allemagne. Parce qu'il va déjà avoir une première évolution, je pense. Et vu que ça crée déjà des premiers débats. Après, il faut parler des retours. C'est vraiment du 50-50. J'ai vraiment brassé beaucoup d'articles là, pour te donner ça dans le chat. Et c'est vraiment du 50-50. C'est pas convaincant et c'est satisfaisant. Mais c'est parce que c'est un sujet, je pense, extrêmement clivant. Voilà. Ouais, je pense en fait que ultra clivant. J'ai peur que ça change. Il y a un truc aussi. On continuera. Vas-y, Zempe, on finit là-dessus. Non, mais il y a un truc aussi, c'est que il y a une erreur d'arbitrage, tout le monde est pour la vidéo. Il y a une mauvaise utilisation de la vidéo, tout le monde est contre la vidéo. Donc c'est aussi ça le truc. Là, hier, tout le monde était pour la vidéo. Et là, en temps normal, quand ils le voient sur un autre match et que ça ralentit, qu'ils avaient juste envie de regarder un match de ballon sans parti pris, ils disent putain, la vidéo c'est vraiment de la merde. Donc c'est souvent ça, c'est par tendance pour le moment. Après, tout le monde se fera son avis quand ça sera vraiment popularisé. Mais... Ouais, voilà. Je pense que j'espère qu'en tout cas ce débat a été enrichissant. On va passer au prochain thème, à savoir Toulouse-OM l'avant-match. Donc, à savoir, je vous ai fait une composition probable de ce qui pourrait être aligné. Je vais lancer Lounis parce que tout simplement il doit nous laisser en cours de route parce qu'il doit aller chercher sa femme. Donc je vais te lancer dessus. Est-ce que tu penses que faire tourner, j'ai affiché une compo à l'écran, donc Sakai sur le banc, Rolando sur le banc, Gustavo en repos et Thauvin sur le banc, est-ce que tu penses que c'est une solution ou est-ce que tu penses à autre chose? Au vu du classement de Toulouse et de nos 2 derniers matchs, on a la capacité de faire tourner pour gagner ce match. Et surtout, Gustavo et Rami, je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'est les 2 joueurs en Europe qui ont fait le plus de minutes dans la saison. Ils ont joué quasiment tous les matchs. Bon, Gustavo a pris 2 suspensions, mais c'est autre chose. Ils ont joué tous les matchs. Ils ont besoin d'un peu de repos. Du coup, faire tourner, surtout dans ce genre de match, parce que la semaine prochaine, on joue à Bilbao et on joue à Lyon, on a besoin de faire tourner. On ressort de 2 mois, janvier-février, où on a fait 14 matchs. C'est énorme pour une équipe, surtout qu'on n'a pas une réelle profondeur de banc. Ça c'est vrai, on doit faire tourner les joueurs. On doit les faire tourner sur les petits matchs, entre guillemets, même s'il n'y a pas de petits ou de grands matchs, sachant que chaque match vaut 3 points en soi, au stade de la compétition. Donc on doit faire tourner face aux équipes les plus modestes, et je trouve que ce choix face à Toulouse, c'est le bon. On a gagné 3-1 face à Bilbao, on affronte Lyon la semaine prochaine, on a notre match retour. On doit garder nos cadres pour ces 2 matchs qui sont plus ou moins déterminants pour la fin de la saison. Et avant de te dire au revoir, je te demande juste un petit prono. Personnellement, je vois bien un 2-1, voire 3-1 pour l'OM, parce que malheureusement, quand on mène au score, on arrive toujours à se relâcher. Bon, c'est pour ça que j'aime mon OM aussi, parce que derrière, on en remet toujours un autre. Mais on galère souvent à tenir un résultat, c'est pour ça que je nous vois nous prendre un but. Mais je pense qu'on va quand même gagner avec la manière, un petit 3-1.
Ok, bah nous en tout cas, on a été heureux de te recevoir. Enfin, c'est pas... Tant pis pour le fait que tu parlais un petit peu Merci avant, mais beaucoup. on espère te réavoir un de ces quatre dans le talk. Et on te dit au revoir de toute la part de l'équipe. Donc, Pas de soucis, allez, merci beaucoup et bon talk à vous. merci. Je vais Ciao. enchaîner avec FX. Est-ce que tu es assez d'accord avec ce que Lounis a dit et est-ce que tu vois autre chose ou est-ce que tu penses qu'on devrait remettre quand même quelques cadres? Moi, je vois un match un peu plus. Ça, j'aime pas. C'est le match que je déteste le plus dans une saison, c'est aller à Toulouse. Je sais pas pourquoi. Pourtant, on n'a pas forcément des historiques forcément trop défavorables. Mais je sais pas, il y a jamais de beau match à part le 6-1 sous Bielsa qui soit bon à Toulouse. J'ai toujours l'impression que je sais pas, ça pue la merde là-haut. C'est toujours une équipe qui joue jamais au foot, Toulouse. J'aime pas ça du tout. Donc ouais, moi, je vois bien un match compliqué comme face à Nantes, mais en essayant de l'emporter un petit 1-0. Moi, ça m'irait très bien qu'on fasse le job sans forcément faire une prestation trop convaincante. Il y a le match de Lyon qui arrive derrière. Il y a malheureusement aussi le match de Bilbao entre-temps. Et moi, j'ai un peu le mal français en ce moment, c'est que je suis un peu trop dans l'anticipation des matchs qui vont venir après. J'ai un peu du mal à profiter du moment présent. Et ça a été le cas hier. Mais donc voilà, un petit match compliqué, laborieux, mais 3 points, je prends sans problème. Et il y a deux échéances costauds qui arrivent tout de suite. Je vais lancer Zempe sur la même question à peu près, enfin, en demandant est-ce que sur ce match on doit réellement faire tourner ou est-ce que comme dit Moustique au dans le chat, le match le plus important ça reste celui de Lyon. Ah ben, le match le plus important est évidemment celui de Lyon. Je trouve que FX a très bien parlé du match de Toulouse parce que je partage totalement son avis. Je rajouterai une chose, on commence à savoir que justement, on en a parlé tout à l'heure, l'OM a du mal aux équipes regroupées, bloc bas, compact. C'est le cas de Toulouse. Donc faisons tourner, mais essayons quand même de mettre une équipe compétitive et surtout capable de faire déjouer. Toulouse, NG à droite, ça me plairait beaucoup parce que je pense qu'on va avoir besoin comme il disait FX, quelqu'un qui met le why parce que sinon je pense qu'on va avoir du mal à trouver les solutions. Donc quand même il faut aller le gagner ce match parce que ça va pas être évident. Mais gardons des forces pour Lyon. Et moi j'ai pronostiqué sur Exafoot un 3-1 et je commence à m'inquiéter moi-même en fait en parlant du match. Mais j'espère que voilà, on va quand même réussir à planter un but qui va débloquer la situation et ouvrir le match. Gunther, moi je vais te lancer aussi là-dessus. Est-ce que tu penses que bah déjà j'ai mis Payet, voilà, on pourrait par exemple confirmer un Lopez, pourquoi pas en 10 ou un Sanson en 10 et un Lopez plus bas. Mais est-ce que Payet c'est pas le moment de lui faire enchaîner les matchs, surtout qu'il est en train de faire une pente ascendante sur sa forme Tout à fait, voilà. tout à fait, tout à fait. Non, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Payet, là, il est tellement on fire que. Bah, surtout que, en plus, il est on fire numéro 10. Parce que contre Nantes, la deuxième mi-temps, on est très bon. La première, on n'est pas bon. La deuxième mi-temps, on est très bon. Et c'est quand il vient justement en numéro 10, c'est que Sanson, il s'écarte. Enfin, il dégage même. Et Bilbao, incroyable, toujours en numéro 10. Donc là, je pense vraiment qu'il faut qu'il enchaîne les matchs en numéro 10. Et en plus, mine de rien, il a été énormément ménagé depuis le début de la saison. C'est toujours lui qui sort. Donc, je pense que lui, il va avoir du jus jusqu'à la fin de la saison. Et par contre, je ne serais pas non plus pour changer toute l'équipe. Je dirais plutôt, vu que Thauvin ne va pas être là, soit Rami, soit Gustavo, pas là pour ce match-là. Et le match retour d'Europa League, pareil, soit Rami, soit Gustavo, on inverse quoi. Ouais, bah, c'est à peu près l'idée, je pense. Je finis sur ça avec FX très rapidement. Est-ce que tu penses que grâce à cette erreur d'arbitrage, ou la cause de l'erreur d'arbitrage contre Bilbao, est-ce que tu penses qu'on est en obligation de moins faire tourner contre Bilbao que ce qu'on aurait dû faire au final? Waouh, j'ai du mal à comprendre la question, à faire le rapport. En gros, si on était à 0-3, à 3-0 et pas 3-1, Ah ouais. 3-1 c'est quand même Ah ouais, plus tu veux risqué. dire que la tête est aussi à Bilbao par rapport Eh à la oui. gestion de l'effectif. Donc je te piège un petit peu sur... Bref, vas-y. Oui, mais alors, dans ce cas-là, on serait qu'à 2 points Lyon, parce que contre Monaco, on est censé perdre, puisqu'ils se font refuser un but valable et il n'y a pas de 2. Oui, mais tu as d'autres situations où tu prends des points. Voilà, et d'autres où on en perd. Donc on sait pas où et on tu en perds sort. pas contre Lyon, non plus. Ah bah Lyon, par contre, il serait très mal classé avec un arbitrage vidéo, ça c'est sûr. Ouais, Alors, ouais, ensuite, oui, peut-être que voilà, il va se sentir un petit peu obligé de répondre encore une fois à de l'impact physique et à fermer un peu plus le jeu. Donc, c'est compliqué. Dans quel état d'esprit d'aller à Bilbao? Est-ce que ça va trotter dans les têtes? Moi, je suis sûr que le match de Lyon est un peu plus important encore. Donc, finalement, il ne faut peut-être pas calculer puis prendre les 3 matchs comme ils vont venir
avec l'envie de prendre 3 points, quelle que soit la manière. On doit faire confiance à Rudy Garcia. Jusqu'à présent, il s'en tire pas trop mal. Il y a eu que le double couac parisien, mais bon, ça, c'était un petit peu annoncé et logique. Donc, hormis ça, moi, je remets ma confiance sur le coach Garcia. Je pourrais pas dire mieux. À lui de bien gérer et aux joueurs, finalement, de prendre les 3 matchs comme ils vont venir et voilà, être dans l'esprit que ça aboutisse à du très bon. Bon, je pense quelqu'un veut rajouter quelque chose, après on passe. Zempe? Non, ça va. Bon. Tout est dit, je pense. Allez, ça va. On passe à la dernière partie, à savoir les questions-réponses. Est-ce que Gunther, tu as remarqué quelques questions, ou est-ce que si vous avez des questions, posez-les. Ouais, Voilà. n'hésitez pas à poser des questions. Il y a Callaghan94 qui au début du chat avait dit Garcia, il est comme nous, il voit que Sanson c'est moins fort que Payet en 10, mais il continue à le mettre titulaire. Pourquoi? Vas-y, Zempe, si tu veux répondre. Vas-y. Moi, je pense qu'il préfère Lopez plus bas, en fait, et qu'il estime pas avoir de solution viable à la place de Payet. Enfin, je parle de il pense pas non plus que Sanson... Allô? Ouais, tu lagues un petit peu. Vaut mieux avoir une panne de micro qu'une pine de macro. Exactement, très bonne remarque, ça. On m'entend? Oui, vas-y. Ouais, je pense qu'il considère pas non plus Sanson comme une sardine, hein, mais voilà, il doit penser qu'il a sûrement une marge de progression et ce qu'il faut pour jouer là, mais il n'a pas non plus d'énormes d'autres solutions. C'est pas comme s'il avait encore Cabella dans l'effectif, par exemple, qui peut jouer 10, tu vois. Là, tu vas mettre qui? Bon, Lopez, il préfère plus bas, ça semble acquis, et ça marche très bien. Voilà. Il y a quelque chose qui me perturbe. Alors moi, je suis très content des choix de replacement de certains joueurs de la part de Garcia, mais pour moi, ça paraît quand même incohérent de mettre plus bas Lopez qui est censé être un 10 et de mettre plus haut Sanson qui est censé être un 8, donc un petit peu plus bas, tu vois, ou plus dans l'abattage du jeu. Est-ce que... Ben, en fait, ça paraît... Ouais, je pourrais... vas-y, reprends. En fait, moi aussi, au début, je me disais ça, mais ça paraît beaucoup plus cohérent depuis que Garcia l'a fait sur plusieurs matchs, en fait, parce que dans le dernier geste, la dernière passe et la frappe, Sanson a été très décisif. Ouais, c'est vrai. Alors que Lopez, t'as l'impression que c'est pas sa force. Il aime bien faire la première relance, justement, quand ils ont joué en 4-3-3. Sanson était à la dernière passe et Lopez était à la première relance. Ça me paraît pas si logique que ça. Ouais, non, tes arguments m'ont convaincu. Je suis assez d'accord. Oui, c'était excellent ce que tu viens de dire, Zempe. Et en plus de ça, de toute manière, il faut tirer toujours un bilan global plutôt que les cas individuels par étape ou par moment. Finalement, vu comment se déroule la saison, je pense que Garcia sait ce qu'il fait. Donc, à nous d'avoir une vision plus large et de dire qu'effectivement, c'est peut-être comme ça qu'il fallait faire cette année de toute manière. Donc, on peut dire vraiment qu'au final, Garcia, il a cet aspect-là, c'est-à-dire de juger un joueur sur ses qualités et pas sur ce qu'on a. Tu sais, c'est pas un entraîneur qui arrive dans un club, à toi tu as joué toujours au milieu alors que tu veux jouer au milieu. Et on va dire qu'il compose avec ce qu'il voit de ses joueurs. C'est réellement un entraîneur observateur. C'est très juste. J'aime énormément Garcia. J'ai eu la chance de pouvoir assister à des entraînements. Et en fin de compte, il est au cœur du jeu. Et ça, j'adore les entraîneurs qui sont au cœur du jeu. C'est-à-dire, ils délèguent pas tout aux adjoints et puis les adjoints font un rapport. Non, il est à l'intérieur. Et regardez, à l'échauffement, c'est le seul entraîneur de Ligue 1 qui est présent sur le bord de la touche comme il l'est en bord de match. C'est-à-dire qu'il est à l'intérieur du cœur. Donc, il sait très bien les forces en présence, leur état de forme, leur niveau actuel. Donc, ce qui se passe en entraînement, il sait à peu près ce que ça va donner aussi en match. Et ça c'est exceptionnel. Et si je peux rajouter quelque chose là-dessus à noter, parce que je crois qu'on n'en a jamais parlé sur le talk, le Conseil des sages, les cadres, Mandanda, Rami, Payet, apparemment il n'y en a pas cette année. Comme ça. Non, apparemment il n'y en a pas cette année. Il y en a un, moi de ce que j'avais compris, il y en a un, et c'est ça depuis Lille, et ça lui permet d'avoir des retours. En fait, c'est juste des gens, on parle de Conseil des sages, vous m'avez compris, c'est des gens avec qui il dialogue beaucoup, qui convoquent, tout ça, et qui lui donnent beaucoup de retours sur l'équipe et sur ce que pensent les joueurs. Ça lui permet de faire passer des messages sans, tu vois... il me semble qu'en conférence de presse, il avait dit qu'à l'OM, il n'avait pas fait. Ouais, si, il l'a fait. Il l'a fait. D'accord. Bah après, de toute façon, vu les joueurs, on a pas mal de joueurs cadres. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de ça en fait. À Lille, en tout cas, il parle à des adultes, quoi. Les joueurs en ont parlé une fois qu'il était parti à la Roma. Ouais, je sais. Mais là, il me semble vraiment qu'il y avait une conf où il avait expliqué que non, il le fait pas tout le temps et que là, c'était pas le cas. Mais bon, écoute. On va prendre la dernière question parce qu'on a vraiment dépassé sur le temps. Donc, est-ce que Gunther, tu as encore une question? Ouais. Il y a Capotissimo qui avait dit est-ce que le but de fin de match contre Nantes est la source d'énergie pour le match de Bilbao?
Pardon, vas-y, tu peux répéter? Est-ce que le but en fin de match contre Nantes est la Oui. source d'énergie qu'on a eu contre Bilbao? Je te répondrai non, parce qu'en fin de compte, le match de Braga était une copie identique et il n'y avait pas eu de frustration ou de soulagement qui était venu avant. Donc, Ouais, mais à non, l'époque, on non, était je pas pense, fatigué non, physiquement, non. le déclic qui était hier, Gunther, apparemment, c'était le Vélodrome parce qu'il avait Oui. vraiment le goût C'est du vrai. soir de Coupe d'Europe hier. Ouais. Donc, à mon avis, c'est plus là qu'il faut voir la prestation d'hier plutôt que ce qui s'est passé dimanche. Bon, je pense qu'on va pouvoir terminer pour ça. Juste 2-3 petits messages. Déjà, l'ambiance au Vélodrome, c'est pas ce que c'était. C'est pas ce que les journalistes voulaient en faire croire. Au final, il y a une excellente ambiance. Gunther nous a rapporté le plus grand bien de l'ambiance d'hier. Et même en dehors du stade, après, et ça même en dehors. klaxonnait dans tous les sens, c'était énorme. Franchement, ça faisait longtemps que Voilà, j'avais pas vu donc ça, on c'était peut, cool. rien que sur cet aspect-là, la thématique de ce talk, c'est est-ce que l'OM est de retour en Champions, en Ligue Europa, enfin en Europe, bah, c'est un petit peu le cas sur cette atmosphère. Je vais donner un petit exemple. Vas-y, très rapide, après Ben, j'ai ma j'enchaîne. pote qui est pas venue au stade depuis des années, donc tu l'as vu contre Nantes là, et elle Ouais. était chaude, elle voulait revenir, elle est revenue. Et On va aujourd'hui, pas elle a- savoir si ta pote est Non, chaude. non, mais attends. Ouais. Et aujourd'hui, elle a passé sa journée au boulot avec l'écharpe autour de la taille. Ah, bah, 06, voilà. 06. Voilà, et ça serait beau que Marseille redevienne un peu comme ça. Voilà, comme ça, il pourrait Ouais, pécho ouais. Gunther. Donc, Voilà, ça, et ça- donc, Arrêtez. Oh là là. Donc, dernier petit message, donc vous savez qu'on a des partenariats avec deux sites, donc à savoir Exafoot, @exafootfr, et qui a monté son site internet aussi, c'est des paris, des championnats sur les paris sportifs. Donc Zempe, tu es encore en lice, j'ai vu que tu étais encore dans le haut du classement, j'ai vu tu as Ouais. intérêt à remonter sur le podium dans pas longtemps d'ailleurs. Je suis sorti du top 6 quand même. Hein. Paris-Nantes, ça m'a fait du mal. Voilà, donc Zempe, tu vas vite remonter dans la première partie du classement, donc n'hésitez pas à suivre ce compte. Et enfin, notre deuxième partenaire, à savoir le site internet OM Passion, qui regroupe tout un tas de statistiques sur l'OM, ainsi que des articles sur la mouvance ultra. C'est fait par des ultras, des vrais passionnés de l'OM. Donc il serait bon aussi de suivre ce genre de site et pas des sites qui sont là que pour l'actualité et compagnie. Voilà, n'hésitez pas à suivre ces deux comptes Twitter. Et n'hésitez pas aussi à suivre notre compte Instagram, notre chaîne YouTube, et d'en parler autour de vous, ça fera du bien. Voilà, merci à tous de nous suivre encore une fois. Rendez-vous lundi pour le prochain talk. Et allez l'OM, on espère tous une victoire dimanche. Salut à tous. Allez, Bonne ouais. soirée, allez l'OM. Bonsoir.